Bonjour, aujourd'hui on va parler du plan. Le plan vient bien sûr après étude de sujet, recherche des idées, euh, classification de ces idées. On cherche donc un plan qui va pouvoir véhiculer notre réflexion. Eh bien, c'est concevoir un plan et le construire et non pas le choisir comme si c'était un modèle ou une recette prêt à appliquer, prêt à porter. C'est pour cela que j'aimerais bien que vous évitiez. Je vous recommande même que vous évitiez les plans passe-partout. Voilà ce qu'on appelle les plans creux. Les plans creux de rédaction sont des sortes de schémas à trous qu'on remplit, qu'on est censé remplir au hasard par des bribes de phrases, par des idées, euh, prises ici et là. Cette technique de remplissage donne une très mauvaise idée de vous, de votre rédaction, de vos compétences au lecteur. En fait, d'abord, elle donne une rédaction vide et ridicule. Ensuite, c'est la preuve que vous ne maîtrisez pas les critères de la cohérence et que vous refusez de réfléchir. C'est la preuve d'une absence de réflexion et d'originalité. Deuxième point, vous devez vous devez éviter d'accumuler les idées pour donner au correcteur l'impression que vous avez beaucoup de choses à dire. Ce qu'on cherche dans votre rédaction, c'est pas la quantité des idées, mais la qualité de l'expression. Des phrases correctes, des idées très simples, bien enchaînées. Une pensée claire, et non pas la quantité des idées. Alors, rappelez-vous bien de ce point, c'est important. Il faudra également éviter de passer d'une partie à l'autre sans transition. Très souvent, les correcteurs, ils sont face à des paragraphes, des parties indépendantes des unes des autres, sans lien entre eux, des parties sans lien entre elles. Pourquoi? Parce que le rédacteur, l'élève qui produit sa réflexion ne pense pas à mettre un lien entre les parties et une transition. Il passe donc d'une idée, d'une partie à une autre sans transition. Alors, je vous montrerai ou également comment faire une transition entre deux parties. Il faut éviter d'imbriquer les idées, de les entremêler. Très souvent, les élèves, tellement ils ont d'idées, ils sont surtout préoccupés par la quantité d'idées que dans une même phrase, ils fourrent deux ou trois, voire plus d'idées importantes. Chacune d'elles mériterait d'être développée d'un paragraphe de quelques lignes. Donc méfiez-vous d'entasser vos idées et vos arguments dans un espace page très réduit. Alors, évitez également de formuler les idées et les exemples sans les développer. Parfois, vous croyez que seulement parce que vous avez exprimé une idée que automatiquement le destinataire va en être convaincu et que c'est clair dans son esprit. Non, prenez le temps de préciser votre idée et de l'illustrer par un exemple. Et l'exemple également, tenez à mettre en évidence son rapport avec l'idée. Exploitez bien l'exemple pour qu'il joue vraiment son cas, de rendre plus clair. Bon, ce qu'il convient alors de faire, il faut tout simplement faire plus confiance au sujet lui-même. Ce sujet suggère très souvent, d'ailleurs, comme on va le montrer ou le démontrer, suggère le plan à suivre de façon sous-entendue. Il faut seulement savoir bien lire le sujet. Alors, si vous venez avec un plan prêt à porter, vous allez oublier de lire le sujet et vous allez
pas faire attention au plan simple qui pourtant il vous suggère. Examinons de près ce premier sujet. Vous avez assisté à une violente dispute entre voisins. Quel sentiment avez-vous éprouvé? Et quelle réflexion cette scène vous a-t-elle inspiré? Il s'agit d'une scène. Alors là, automatiquement, vous allez d'abord commencer par un bref récit. Les trois, ils sont en vert. Vous avez assisté à une violente scène. C'est une scène, une dispute, une scène entre voisins. Donc, on vous le dit là. Donc là, racontez ce qui s'est passé. Racontez brièvement. Donc, faites le bref récit d'une dispute violente entre vos voisins. C'est ce qu'on appelle l'anecdote. Donc, vous passez d'un fait bref dans une argumentation. C'est pas un récit que vous allez faire très long, mais juste l'essentiel pour mettre en valeur la brutalité de la scène et son aspect peut-être choquant et qui fait réfléchir aussi, parce que c'est cela ce qu'il faudra faire aussi. Après le récit, vous dites vos sentiments, parce que là on vous le dit, on vous le demande. Quels sentiments avez-vous éprouvé? Donc mes sentiments, et puis après ma réflexion. Passons maintenant à un autre exemple qui ressemble un peu au premier. Vous avez eu l'occasion de vous apercevoir qu'il ne fallait pas vous confier ses secrets par exemple, révéler ses secrets à n'importe qui. Quelle conclusion avez-vous tiré de votre expérience? Bien sûr, il s'agit là d'une expérience, qui vous permet de tirer une conclusion. Une expérience, donc, c'est une occasion. Vous vous êtes aperçu, donc vous avez remarqué ce qui vous a donc plus fait réfléchir, sans oublier également de parler de vos sentiments. Pourquoi? Parce que là, ça ne doit être qu'une déception. Après avoir cru que la personne confidente est digne de confiance. Alors, on peut, dans une première partie, rapporter brièvement l'expérience, et puis la déception, et puis la partie 3, la conclusion, la réflexion. Notez bien, en revanche, là, je commence par le deuxième point, que vous pouvez inverser ces deux premières parties. Dans ce cas, le but serait de mettre en relief le sentiment que vous avez éprouvé. C'est une sorte d'étonnement qui précède le fait et la réflexion. Autrement dit, vous allez d'abord commencer par le sentiment avant de dire voilà ce qui s'est passé et voilà la réflexion que cela m'a fait faire. Par exemple, vous commencez en disant combien j'étais déçu ce jour-là de la déception que vous exprimez. De la déception, c'est peut-être très peu vu le regret et les sentiments d'être trahi. Le pire est que l'origine était quelqu'un de proche, de fiable, d'insoupçonnable. Et puis après, ce jour-là, et vous réenchaînez avec le récit. Et puis après, c'est ce moment-là qui m'a vraiment fait réfléchir que voilà ce qu'il convient de faire et voilà pourquoi. Bien, voilà donc on pourrait faire. Donc deuxième point, là, que ce soit pour le premier exemple ou pour le deuxième, dans les deux cas, il s'agit d'un raisonnement par induction. C'est-à-dire qu'on passe d'une expérience particulière vécue à une réflexion qui mène à une vérité générale. Donc c'est le principe de la déduction. Après expérience et sentiments et étonnement et tout ça, et on passe à la réflexion et à une réflexion générale, à une vérité générale qui concerne toutes les personnes qui auraient pu peut-être aussi, qui pourraient aussi vivre cette situation ou la même épreuve, la même expérience. Alors, quelle introduction? Alors là, je tiens à partager avec vous une petite introduction que j'ai faite pour l'occasion, pour vous montrer les trois étapes. Par exemple, là, voilà, rappelez-vous, là, le but, c'est amener le thème et faire en sorte que le lecteur soit accroché. Donc, c'est question de style, oui, accroché, mais
techniquement parlant, pour amener le thème, c'est une obligation, donc vous devez chaque fois dire au lecteur, voilà de quoi il s'agit. Alors, se confier sereinement à quelqu'un pour se soulager le cœur, voilà l'une des réactions qu'il nous arrive de faire spontanément. Alors là, vous laissez entendre, ce spontanément et sereinement et tout ça pour soulager le cœur, vous laissez entendre qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Il y a anguille sous roche. Est-ce que cette spontanéité ne serait pas dangereuse? Donc là, sous-entendu, vous êtes en train de rendre curieux le lecteur de savoir, mais qu'est-ce qui se passe avec cette confiance qu'on fait, le désir de confidence, etc. Donc le mot mais, là, confirme ses soupçons, les soupçons du lecteur, mais il semble qu'on ne mesure pas vraiment la gravité de ce geste innocent, spontané, innocent. Comment une simple circonstance peut finalement nous persuader que révéler ses secrets, ça veut dire se confier, n'est pas toujours aussi réconfortant qu'on le croit? Eh bien là, je vous promets de faire une réflexion parce que je pose la question avec comment, une simple, donc je vais réfléchir et partager avec vous la réflexion. Puis, voilà donc un autre sujet qui, à sa manière aussi, de façon sous-entendue, indirecte, nous propose un plan, il nous suggère un plan à suivre. À votre avis, l'écriture sert-elle uniquement à défendre une cause noble? Autrement dit, de manière sous-entendue, oui, elle défend une cause noble. Qui peut dire le contraire? Et la preuve, vous l'avez, avec Victor Hugo et Le Dernier Jour d'un condamné. Il défend une cause noble, l'écriture. À votre avis, l'écriture sert-elle uniquement, donc pas uniquement, elle défend une cause noble, mais pas uniquement, alors là, vous dites, alors quelles seraient ses autres fonctions? C'est pourquoi, dans un premier temps, on peut commencer par une confirmation. Sans doute, l'écriture défend une cause noble. C'est le cas de la littérature engagée d'une part et de la presse d'autre part. Alors, dénoncer les injustices dans la littérature engagée, et là, l'injustice vue par Victor Hugo à travers son livre Le Dernier Jour d'un condamné, rendre d'autre part les citoyens conscients de ce qu'il faut changer dans la société, de ce qu'ils doivent faire évoluer et changer, et là c'est le rôle de la presse, former l'opinion publique, n'est-ce pas? Donc ça c'est une confirmation de ce qui a été là sous-entendu, et confirmation avec l'exemple. Et puis, le point de vue des passements, deuxième partie. Mais, d'autres fonctions font de l'écriture un des moyens d'expression et d'information le plus riche qui soit. Moyen d'expression et d'information, c'est pas seulement littérature engagée. La justification. D'abord, ensuite, enfin. D'abord, on peut tenir un journal intime pour se soulager et garder des souvenirs, et puis après, vous, 3 points de suspension, là, les points de suspension pour vous dire que vous pouvez, par exemple, dire, mais quel intérêt, justement, de garder ces souvenirs, ce miroir du passé. Alors, ensuite, l'écriture sert à partager une expérience humaine, vécue. Là, c'est exactement le but parmi les buts de l'autobiographie. Par exemple, l'autobiographie, vous dites comment, par exemple, une autobiographie peut partager une expérience humaine d'un personnage, d'un ensemble de personnages, ou de l'auteur lui-même, s'il s'agit de l'autobiographie pure. Enfin, elle enrichit les bibliothèques du savoir et des connaissances, des sciences actuelles d'aujourd'hui pour les générations futures. Donc, c'est la transmission de savoir, c'est fondamental. Donc, dans tous ces cas-là, dans tous ces exemples, donc, à travers tous ces arguments, il ne s'agit pas seulement de l'engagement de défendre une cause noble, mais il s'agit pas uniquement, donc il s'agit d'autres fonctions. Conclusion, alors qu'est-ce qu'il faudra faire dans une conclusion? Ça, c'est pas une conclusion, mais une recommandation pour une conclusion. Rappeler rappeler la richesse du rôle de l'écriture qui répond aux divers besoins et intentions de chacun. Donc, il faudra le rappeler. Alors, maintenant, on va finir par un autre sujet qui va, lui, nous proposer également, on va suggérer un plan qui est habituellement le plan préféré des élèves. Et redouté d'ailleurs aussi. Alors, les partisans de la tolérance zéro pensent qu'il faut durcir la vie en prison. Mais les défenseurs des droits humains
sont convaincus que, vous ajoutez un que là, vous ajoutez un que, mais les défenseurs des droits humains sont convaincus que la prison n'est pas un lieu de torture, mais de formation et de rééducation. Et toi, là, quelle est ta position? Donc, là, les partisans d'eux, là, c'est les défenseurs d'eux, et là, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Donc, vous voyez, le plan thèse, antithèse, synthèse, il est clair, il est dans le sujet. Alors, dans la thèse, je dirais par exemple, d'après les défenseurs de la rigueur du châtiment, et là, pour ne pas me contenter de dire d'après certains, comme ça dans le flou, dans l'indéfini, mais je précise davantage, d'après les défenseurs de la rigueur du châtiment, la prison doit faire souffrir. Vous pouvez dire pour quelle raison aussi. Moi, je n'ai pas euh, cherché à davantage expliquer, mais là, vous dites pour quelle raison. Essentiellement, elle doit être dure, le châtiment doit être dur contre les prisonniers. Alors, pour les faire souffrir, n'est-ce pas? Pour que ce soit pas un lieu de séjour, de loisir, de plaisir, mais un lieu de réparation de la peine, etc. Donc, l'antithèse. Mais, selon les partisans de la prison moderne, il est nécessaire d'accorder aux prisonniers tous leurs droits. Sauf que moi, je dois quand même me positionner. La partie 3, c'est ma thèse personnelle avec un dépassement et la justification du dépassement. Moi, dans cette rédaction-là, je vais choisir de parler de cette prison moderne. Je suis avec ces partisans modernes, donc je vais dire oui, d'accord, je les soutiens, mais quand même, j'ai quelque chose à dire à propos de cette modernité-là. Peut-être qu'elle n'est pas totalement aussi moderne qu'on le croit. C'est un projet, oui, mais un projet incomplet, donc je vais leur reprocher de faire plus de modernité, de moderniser davantage. Oui, je suis avec vous, mais il faut davantage moderniser, donc ce sera un dépassement. Alors, la partie 3, donc je dirais d'abord, je soutiens les défenseurs de la prison moderne, en effet, et puis je dirais, je vais vous donner un exemple tout à l'heure pour voir comment est-ce qu'on pourrait continuer, enchaîner avec des arguments et des exemples. En revanche, je reproche à ces partisans, aux partisans de la prison moderne, alors qu'est-ce que je leur reprocherais? Dans la conclusion, alors, comme je vous ai déjà appris, notez bien, pour la conclusion, faites une relecture attentive de votre réflexion et dégagez les principaux champs lexicaux qui la traversent, qui dominent. C'est ce retour-là sur votre copie de votre réflexion qui va vous permettre ici et là, joindre les éléments afin de faire de grands axes à rappeler ici, mais pas avec les mêmes mots. Alors, regardons de près ma proposition de la suite à cette rédaction. Suggestion pour la partie 3. La thèse personnelle, dépassement et justification. Je soutiens les défenseurs de la prison moderne. En effet, je pense que la prison n'est pas un lieu de torture et de vengeance. Elle est plutôt un espace de mise à l'écart et de rééducation des prisonniers. Ceux-ci sont avant tout des citoyens et des êtres humains. À ce titre, alors vous voyez la progression linéaire, un thème linéaire, à ce titre, ils ont le droit d'être préparés à leur réinsertion dans la société. Les maltraités est à la fois injuste à leur égard et dangereux pour les autres concitoyens. Alors, injuste et dangereux. Si durant leur, c'est la suite qui va l'expliquer, si durant leur incarcération, ils bénéficient du droit à l'instruction, à l'éducation et à la formation, ils pourront facilement s'intégrer après leur libération. Puisqu'ils auront la capacité de vivre décemment grâce à leur propre travail, ils ne risqueront plus de récidiver, de refaire le crime. Et là, en revanche, c'est également la deuxième partie c'est la partie dépassement de ma thèse. En revanche, je reproche aux partisans de la prison moderne de ne pas aller jusqu'au bout de leur projet. En effet, le succès de la prison moderne a besoin, avant tout, d'améliorer les conditions d'incarcération, d'emprisonnement. À cet effet, pour cela,
Il faut, d'une part, privilégier les peines alternatives contre certains délits, d'autre part, équiper suffisamment les prisons de matériel et de personnel qualifié en vue de bien accompagner les prisonniers. Conclusion. Conclusion. Alors, qu'est-ce que je vous recommande? Pour bien conclure, faites une relecture réfléchie de votre réflexion, de votre rédaction et dégagez les champs lexicaux qui dominent. Par exemple, pourquoi, en résumé, il convient de bien traiter les prisonniers au lieu de les priver de certains droits. Là, ce n'est pas une conclusion, mais là, les champs lexicaux que j'ai retenus et qu'il faudra reformuler pour une conclusion. Les prisons, moins dures, donc modernes, sont bénéfiques. La prison est bénéfique pour la personne, cette prison est bénéfique pour la prison, pour la personne humaine, pour l'être humain et pour la société. En fait, cette prison respecte la dignité et le droit à la citoyenneté. Elle doit respecter la dignité et le droit à la citoyenneté des prisonniers. Là, vous mettez une ponctuation. C'est un point. C'est non un privilège, mais une obligation. Obligation de respecter les droits humains, de la protection de la société, et ceci est une condition indispensable, c'est-à-dire la bientraitance est une condition indispensable à la sécurité des citoyens.